Salut, 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 c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une lecture en voix douce, comme tous les dimanches. Nous sommes dans mon lit pour finir la semaine, tranquillement. C'est la détente, c'est relax. Voilà, on termine tout doucement, en, en pure tranquillité, j'ai envie de dire. Voilà, on souffle, on est en mode, la semaine est terminée, c'est l'heure de la lecture, voilà, c'est l'heure de se détendre, c'est l'heure de se faire du bien, voilà, de passer un agréable moment en ma compagnie et en ta compagnie pour mon côté. Donc je vais te lire des contes. C'est un livre, c'est une collection de contes, enfin une collection de livres. Attends, ouais, c'est écrit par Grund. C'est édition Grund, faut écrire. Enfin, c'est des trucs assez vieux. Là, c'est histoire fantastique. Moi, j'ai aussi contes d'Afrique, contes des Balkans, contes russes, contes chinois. Voilà, je sais plus. Mais voilà, franchement, c'est vachement bien. Par contre, il n'y a pas d'image. Donc, voilà. Je suis désolé, il n'y a pas d'image. Donc voilà, concentre-toi sur la lecture. Tranquillement, relax. Tu te mets dans ton lit, tu fermes les yeux. Et surtout, tu écoutes et tu t'imagines l'histoire. Parce que c'est ça qui est bien aussi avec les livres, c'est qu'on s'imagine les personnages, on s'imagine les scènes, on s'imagine les images, on s'imagine comment se déroule chaque page, chaque action. Et d'ailleurs, quand tu regardes un film après, que tu as déjà lu le livre, que tu regardes le film, tu te dis ah, je l'aurais pas imaginé comme ça, lui, je l'aurais pas imaginé comme ça. Et en plus, souvent, quand tu as lu un livre en premier et qu'après tu regardes un film, et bien après, quand tu repenseras à ce livre, souvent, tu auras plus que les images du film qui te viendront en tête. Et toute ton imagination, elle sera envolée. C'est un peu dommage, ça, à ce niveau-là. Mais bon. Alors, écoute, je crois que j'en ai eu aucun de ce truc. Donc on va lire au pif. Faut mettre. Bon, il y a des images un peu, mais elles sont moches. Enfin, elles sont cheloues, ça n'a rien à voir avec le conte, quoi. La lionne. Ok, ça a l'air pas mal, ça, la lionne. On commence par un conte sur les animaux, enfin, en rapport avec les lions, la lionne. Alors attends, parce que là, on arrive à la base délicate de la vidéo. C'est-à-dire comment je me positionne. Hmm. Alors, alors. Donc voilà, hein, j'espère que ça va bien en tout cas. Détends-toi, on est parti pour... J'aimerais bien faire 1 heure de lecture, mais ça sera trop long la vidéo. Donc je vais lire, à mon avis, 3-4 contes, on va voir. Il faut quand même que la vidéo, j'arrive à te la mettre pour ce soir. Voilà. Ok, c'est parti. La lionne. C'est un lion, c'est un lion, chantent les guerriers de la tribu. C'est un lion, et les arbres se brisent sous son coup de patte. C'est un lion, et l'herbe s'enflamme sous son souffle. C'est un lion, et il n'a pas son pareil. Mais il y avait aussi des femmes lionnes. Les légendes racontaient aussi leurs exploits. Des chansons célébraient leurs exploits à elles aussi. Dans un village vivait un jeune homme, fort et courageux, mais orphelin et si pauvre que l'argent lui manquait même pour l'huile et le beurre. Il avait, depuis longtemps, atteint l'âge où un homme se marie, mais il n'avait pas de femme dans sa case, car quel père donnerait sa fille à un pauvre diable? La monnaie, la moula. Michetonneuse. Non, ça c'est moi. De quoi allez-vous faire vivre votre femme? Qu'aura-t-elle à donner à ses enfants quand ils pleureront de faim? Demandaient les pères à qui ils envoyaient ces marieurs. Enfin,
Quand il vit qu'il allait devenir la risée de tout le village, il prit son panier et partit sur la route du soleil. Il fit halte pour sa première nuit, et il vit un lion qui avait suivi sa trace. Il vit un lion qui flairait ses maigres affaires. Il vit un lion qui tournait autour de sa couche, et il se dit qu'il ne verrait pas l'aube. Mais le lion disparut derrière les buissons, et seule l'herbe foulée témoignait de son passage. Le lion n'a peut-être plus faim, se dit-il. Je ne vaux peut-être pas la peine qu'il me dévore. Ni les gens, ni les lions ne font ça d'un pauvre diable, se dit-il. Puis, le soleil éclaira le monde, et l'homme, ayant des jambes et des bras solides, se trouva heureux de vivre. Peut-être même, le pauvre a-t-il quelque part un chaudron de viande qui l'attend. Qui sait, peut-être que quelque part, une femme et une bande d'enfants attendent un pauvre diable. Mais le monde est grand, et la nuit arriva avant la fin du chemin. Et alors, le lion vint de nouveau, et fit le tour de l'endroit où l'homme était allongé pour dormir. Et l'homme sentait déjà son souffle. Alors, le lion parla d'une voix rauque. « Je connais tes pensées, et elles sont meilleures que ta chair. Je ne suis pas venu pour te dévorer. Je veux te donner ma fille pour femme. J'ai de la nourriture en suffisance. Le bush tout entier est mon terrain de chasse. Je ne recherche pas les troupeaux et les richesses, et ma fille non plus n'y tient pas. Elle veut un brave homme qui s'occupera d'elle, et élèvera bien ses enfants. Je vois dans ta pensée, et je sais que tu es le meilleur époux pour ma fille. Dors tranquillement maintenant, et je te l'amènerai demain. » Un pauvre diable n'a pas le choix. Un homme désarmé ne peut se défendre. Peut-être que cette femme ne saura pas faire la cuisine, peut-être que ses enfants seront des lionceaux et qu'ils déchireront leur père. Mais il vaut mieux attendre demain. Mieux vaut une femme lionne que pas de femme du tout. Ouais, pas de zoophilie, hein, c'est un con, quoi. Mieux vaut une femme lionne que la solitude et la mise à l'écart. Le lion fit, ça va donner cette idée chelou d'ailleurs. Le lion fit encore une fois le tour de cet endroit et disparut de nouveau dans la nuit. Il dort mal, le pauvre diable. Toutes sortes de pensées tourbillonnent dans sa tête. Et quand il s'endort, viennent des rêves qui sont pires encore. Puis le matin, il trouve à ses côtés une belle jeune fille qu'il observe de ses yeux étincelants et qui sourit de toutes ses dents blanches. « Je ne sais pas qui tu es, jeune fille. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu es belle, mais il faut quand même que je te renvoie. C'est le matin, et à tout instant peut arriver mon beau-père le lion avec ma femme, la lionne. »« C'est moi qui suis ta femme lionne, dit la jeune fille en riant. Je suis la fiancée qui t'a été promise. Toi, une lionne, belle jeune fille. Tes bras sont forts, mais ce ne sont pas des pattes de lion. Tes jambes sont solides, mais ce ne sont pas des pattes de lion. Ton souffle est parfumé. Comment pourrais-tu être une lionne? Tu verras si je suis une lionne ou pas, dit la jeune fille. Sois seulement pour moi un bon mari, et moi, je serai pour toi une bonne épouse. Pourquoi errer hors de son village quand on a une belle femme? Pourquoi penser à la misère quand le soleil se lève? Mieux vaut se lever et rentrer chez soi. Mieux vaut se hâter. Partons d'un pas alerte quand votre femme vous suit. Regardez, le pauvre diable ramène une femme, dirent les femmes de la tribu. Et en vrai, ils sont assez longs, en vrai, les contes, hein, donc je pense que je vais en lire 3 grands max. Regardez, il ramène une beauté,
c'est-à-dire les hommes de la tribu. Il ramène une beauté dans sa misérable case, et il n'a pas un petit bout de jardin à retourner, dit le chef, et il lui attribua un morceau de terrain en friche. Là où il y a la terre, là est aussi la richesse. Là où il y a une femme, il y a de la fumée qui sort des marmites. Et les enfants de cette femme étaient gros, et ils brillaient de santé. Ils étaient comme tous les autres enfants, peut-être plus courageux et plus intelligents. Peut-être aussi grandissaient-ils plus vite, et ils prêtèrent bientôt une aide vigoureuse. C'est une bonne épouse, jugèrent les villageois. C'est elle qui nous a apporté la chance, disaient les villageois. Le village devient riche, et tout va bien pour nous. Et cela, depuis le jour où elle est venue vivre parmi nous. Mais quand on vit bien, on fait des envieux. Nous pouvons tout avoir. Il suffit d'avoir des cœurs virils. Nous pouvons tout prendre. Il suffit d'avoir des javelots aigus, dirent à l'assemblée les hommes de la tribu voisine. Ils partirent au son des tambours, et les fifres rythmaient leurs pas. La nuit, ils suivirent un étroit sentier. À l'aube, ils attaquèrent. 3 jours et 3 nuits dura le combat. 4 jours, il resta sans vainqueur ni vaincu. Au crépuscule du 4e jour, il sembla que la satiété ne résisterait pas à l'enconvoitise. C'est alors que l'ennemi s'était retiré près de ses feux, que la femme lionne sortit, et qu'elle le suivit à la trace. Seul un guetteur isolé veillait. Les autres, fatigués, dormaient. Seul un guetteur isolé veillait et tournait autour des feux. Et la femme lionne, sur des pattes de lionne, se glissa silencieusement entre les buissons. D'un bond de lionne, elle terrassa le guetteur, et avec des crocs de lionne, elle lui brisa l'échine. Puis elle passa entre les feux, et à droite et à gauche, elle sema la destruction. Sous sa patte se brisaient les côtes, sous ses crocs craquaient les crânes. Elle passa entre les feux, et elle laissa une trace trempée de sang ennemi. Ceux qui ne s'éveillèrent pas à temps ne s'éveillèrent plus jamais, et ceux qui s'éveillèrent à temps s'enfuyaient, tombaient dans les fossés, et pleuraient de peur. La lionne passa entre les feux, mais elle n'en sortit pas indemne. Un seul homme était en alerte, un seul veillait et se souvenait de ses anciennes blessures. Les anciennes blessures qu'il avait reçues, les combats anciens et le sang versé jadis. Un seul était un héros, et il serrait dans sa main un lourd javelot. Certes, lui seul était un héros, et il aperçut l'ombre de la lionne. Il se dressa sur ses jambes blessées, balança son javelot, et le lança violemment sur elle. Et le javelot traversa la nuit, et s'enfonça dans le flanc de la lionne. Et le tonnerre gronda, et le vent cassa les buissons. Avec ses dernières forces, la lionne repassa entre les feux. Avec ses dernières forces, elle se glissa entre les buissons et se traîna sur le ventre, le javelot fiché dans le flanc droit, jusqu'à la case de son mari. Et elle ne ressortit plus. Elle resta étendue sur la natte, étant moitié lionne et moitié femme. L'ennemi était défait, car on peut peut-être se dresser contre les javelots, on peut peut-être résister au choc des massues. Mais qui peut, et combien de temps, se défendre contre les lions assoiffés de sang humain? Les ennemis se retirèrent et renoncèrent à leur envie de la richesse des voisins. Ils se retirèrent, et il ne resta derrière eux que les foyers éteints et les pleurs des enfants orphelins. Toutes les femmes du village allaient à l'eau, toutes pillaient le mil devant les cases de leur mari. Seule la femme lionne grattait d'une patte affaiblie, grattait les croûtes de sa blessure. Et ses fils, perplexes,
tournait autour de la case et ne savait quel remède lui apporter. Le 4e jour, l'homme partit voir le sorcier. « Ma femme est une lionne, dit-il au sorcier, et comme une lionne, elle a été blessée d'un javelot au flanc, et maintenant, elle ne se lève plus de son lit, et elle va mourir. Elle a été pour moi une bonne épouse, et elle a élevé mes fils. Fais quelque chose pour qu'elle ne meure pas. Si ta femme est une lionne, et si elle a été blessée comme lionne, sa vie s'échappe de veines de lionne. Elle n'a plus de force pour continuer à vivre comme lionne, mais elle a sûrement assez de force pour continuer à vivre comme femme, dit le sorcier. Et il alluma 4 feux et frappa sur un tambour de bois. Entre 4 feux, je retiens une femme, la bonne épouse d'un homme courageux. Entre 4 feux, je retiens une femme. Par le tambour, je renvoie une lionne, chanta le sorcier. Les esprits de la vie combattaient dans cette femme contre les esprits de la mort. Et les esprits de la mort furent battus. 4 feux protégèrent l'âme de la femme, et l'âme de la lionne s'en alla, accompagnée par le son du tambour. C'est une lionne, chantaient les guerriers de la tribu. C'est une lionne, et les troncs des arbres se brisent sous le choc de ses pattes. C'est une lionne, et l'herbe sèche s'enflamme sous son souffle. Et sa pareille, il n'y a jamais eu, et il n'y a pas. Mais ce n'était pas une lionne, c'était une faible femme, et le parfum des nourritures s'échappait de ses marmites. Ses fils grandirent vite, et furent laborieux et féconds. Il n'y eut plus jamais de famine dans cette tribu. Et voilà, gros, la reproduction perpétue la lignée de base. C'est notre comment on dit, premier but, on va dire, dans la vie. Hein. Je sais que c'est pas ce qu'on montre. Va dire à des gens, maintenant, va te faire des gosses, tu vois. La moitié vont dire, au moins la moitié vont dire, vas-y, non, je veux profiter de ma vie. Machin, tu vas se dire. Voilà, c'est un conte africain, probablement. Je connais aucun de ces contes, hein, je te le dis. Ce livre-là, je l'ai jamais lu parce que l'image elle est chelou. Parce que t'as vu qu'il n'y a pas d'image à l'époque, je me suis jamais vraiment intéressé à ce livre. Donc voilà, je les découvre avec toi, les contes là. Voilà, attends, j'ai trouvé des. Je crois que. Là, il y a un conte, il est. Tout petit. Lui, il fait quoi? Il fait 2 pages ou 3 pages? Il fait 3 pages quand même. Il fait quoi? C'est plus long que ça en a l'air. Hein. La nuit des illusions. Bon, je vais te lire celui-là qui est très court. Enfin, très court, il fait 1 page, quoi. Alors. Le déclin des revenants. Ok. Attends. Ah mais non. C'est je crois que c'est le résumé du coup. Je sais pas si c'est un conte en fait. Donc on va changer. DSL. Oula. Oh, tu te calmes toi, d'accord, hein? La route à travers les montagnes. Les rivaux. Une carrière différée. La femme de neige.
Ah, ils sont tous longs, gros. Ils sont tous longs de ouf. Il y en a pas un qui fait genre 3 pages, t'as vu? Un cours là, les têtes volantes. Le comble de minuit. Le cheval venu de la mer. Alors ça. Un cheval venu de la mer, ça va, il est pas très long. Attends. Là. Ok. Alors. Bon, on parle encore d'animaux. Hein. Le cheval venu de la mer. C'est la mer noire. Pardon. L'enfant était assis sur la pente herbeuse et regardait la mer. Le soir tombait. Les eaux vertes de la mer tournaient au gris. Elles murmuraient doucement et de longues vagues roulaient mollement. Depuis le matin, l'enfant s'était montré grognon et agité. Il s'était disputé avec tous les siens et ne s'était plus à rien. Ne sais quoi? Il y a des erreurs de traduction. Hein. Il y a des fautes dans le truc. Il avait erré tout l'après-midi sur le rivage. Puis, il s'était assis sur l'herbe de la pente et, la tête dans les mains, il regardait la mer apaisante. Le soleil descendait lentement vers les nuages lointains et, de la surface de la mer, la brume montait comme de la fumée. Blanche et grise, elle formait tour à tour des ronds, des anneaux, puis s'épaississait en lourde masse. Ensuite, elle s'effilochait comme une souple chevelure et se répandait sur la surface de la mer qui s'obscurcissait. Un grand pan de brume vogua jusqu'au rivage et dissimula les petites vagues qui clapotaient sur le sable entre les galets. Là, il s'épaissit encore, se déchira, et de la mer surgit silencieusement un grand cheval gris, tout enveloppé des flocons blancs et humides de la brume. Moi, en vrai, moi, je vois un cheval dans l'eau, je meurs, hein, je pense. Crise cardiaque. Le cheval... Enfin, surtout, comme ça va. Le cheval secoua sa longue crinière. Des lambeaux de brume s'envolèrent. Il fit quelques longs pas sur le rivage et s'arrêta. Puis, il encensa, et toujours sans aucun bruit, prit sa course à travers le talus herbeux. Puis, à grands sauts, il disparut dans les collines vertes et arrondies qui dominaient le rivage. L'enfant avait observé passionnément tous les mouvements de cet extraordinaire cheval. Quel magnifique animal! Si j'en avais un comme cela, je monterais sur son dos et je galoperais loin, très loin, n'importe où, pensa l'enfant, et ses yeux étincelèrent. Étincelants, ils ont mal traduit, gros. La brume s'était un peu éclaircie, et on vit un homme arriver sur le rivage. Il allait lentement, d'un pas traînant, les mains derrière le dos. Par moments, il s'arrêtait et regardait autour de lui, comme un flâneur qui a tout son temps. Il approchait toujours, et arrivé auprès du garçon, il s'arrêta devant lui. Il était tout de noir vêtu, sans chapeau, ses longs cheveux blonds tombaient sur ses épaules, et de grands yeux gris éclairaient son visage mince et allongé. « Tu ne t'ennuies pas assis ici, solitaire ?» demanda-t-il à l'enfant. « Vous avez vu ce cheval ?» interrogea l'enfant en guise de réponse.
et son regard se dirigea vers les coteaux arrondis au-dessus du rivage. Qu'il était beau, comme sa crinière grise était belle. Et il est parti là-bas vers les collines. Est-ce que tu ne devrais pas rentrer chez toi? La nuit va tomber dans un instant. Si j'avais un cheval comme celui-là, je sauterais dessus. Il ferait un tour et filerait comme le vent. Et tu n'aurais pas peur. Je me cramponnerais et je lui crierais « Hop, mon petit cheval, galope mon petit cheval !» et je partirais bien loin. Oui, mais s'il te jetait à terre, mon cheval ne me désarçonnerait jamais. C'est dommage que tu n'aies pas de cheval. Mais tu sais quoi? Je vais te promener comme un cheval. Allez, assis-toi sur mon dos. L'homme sourit, se pencha, donna la main à l'enfant et l'assit à califourchon sur ses épaules. L'homme sourit, fit un tour et se mit à courir et à bondir sur le rivage. Puis, il fit volte-face, retourna en courant, et l'enfant, sur son dos, était secoué comme sur une selle. L'homme secoua la tête et ses longs cheveux blonds volèrent en tous sens. L'enfant riait, sa mauvaise humeur était passée, et il criait « Hop, mon petit cheval, cours, mon petit cheval, nous allons partir très loin. » De cette hauteur, il contemplait les collines vertes au-dessus du rivage et la mer onduleuse sur laquelle la brume grise et blanche glissait et se déroulait. Puis, l'enfant baissa les yeux sur la tête blonde qu'il serrait entre ses genoux. Des grains de sable parsemaient les cheveux de l'homme, et par endroits, de longues et minces algues vertes s'y entremêlaient. L'homme faisait des pas de plus en plus grands, et l'enfant eut l'impression qu'ils étaient plus lourds et plus sonores, et qu'ils frappaient plus durement le sol. Il eut aussi, tout à coup, l'impression de voir la mer et le rivage d'une plus grande hauteur. Il baissa à nouveau les yeux, et au lieu de la chevelure blonde, il vit une longue encolure, une épaisse crinière grise et une grande tête de cheval. L'enfant comprit qu'il était monté sur ce beau cheval gris qui lui avait tant plu et qu'il s'était enfui vers les collines. Le cheval galopait, sautait en rond sur le rivage, et même il entra dans l'eau peu profonde qui rejaillit très haut. Puis il s'arrêta et gratta le sable de son sabot en remuant la tête. L'enfant le flatta joyeusement sur le cou et cria « Cours, mon petit cheval, cours !» Et le cheval se cabra, fit encore quelques bonds, et courut droit dans la mer. Les tourbillons de brume s'écartèrent, puis se rejoignirent, et au loin, on entendit un long et sonore hennissement, qui pouvait être aussi un rire triomphant. Des empreintes de sabots demeuraient sur le sable, à l'endroit où le cheval avait pénétré dans la mer. Mais ces empreintes sortaient de la mer. Voilà. Le deuxième conte. Le petit cheval, le petit cheval. Alors, bim bim bim, là il y a trop de pages. Les têtes volantes. Il y a trop de pages aussi. Le paquin. L'homme léopard. L'orphelin. Ouais, trop long ça. Ah, attends. La route à travers les montagnes. Ah non, il y a trop de pages. Les rivaux. On cherche, on cherche. Ah, attends. Ça a l'air pas mal. Ah, c'est long. Ah, c'est très très long. Dommage. Capitaine.
Ouais, là, il y a plein de bruit autour. Une étrange maladie. Une étrange maladie. Ah là là. On veut des trucs avec 3 pages, nous. Le combat de minuit. Fête des lumières. Ah. Ah non, mais moi celui-là, ça. Il y a des noms. Ah, vas-y. Ah, tout quoi que. Ouais, après, ça fait un peu peur, on va dire. Ouais, ça parle d'esprits qui mangent des gens, t'as vu, hein. C'est un peu limite, non? Ouais. Ah, il fait chaud, sa grand-mère. Une visite inattendue. Ah, il est pas très long, celui-là. On va faire celui-là. Ok. Ok. Alors. Oh, mes jambes, gros. C'est horrible la vidéo là comme ça. Au niveau des jambes, je vais plier un peu parce que. Ah. Oh. Alors. Une visite inattendue. Monsieur Shilozaemon était un commerçant habile. On était assuré de trouver chez lui les meilleures qualités de thé et ses affaires étaient prospères. Il employait dans son magasin de nombreux commis et de nombreuses aides. Et, dans sa maison, travaillaient autant de domestiques que dans le palais d'un petit seigneur. La servante la plus âgée, Madame Takae, dirigeait les autres, et la plus jeune, sa nièce de 15 ans, Okame, était la femme de chambre de la maîtresse de maison. Bon, c'est un conte japonais apparemment. Okame était une très belle jeune fille, charmante et enjouée. Elle s'entendait avec tout le monde et elle était la préférée de toute la famille et de tous les domestiques, car chacun se sentait de meilleure humeur quand Akame lui avait souri. Un jour, au début du printemps, la maison de monsieur Shilozaemon connut une grande activité. On faisait de grands préparatifs pour la fête printanière des jeunes filles. Je crois que c'est la fête avec les cerisiers, je crois. Ah, c'est ça, c'est pas la fête du printemps avec les cerisiers, peut-être. Bref. Ouais. On rangeait et on nettoyait toute la maison. On sortait des armoires, les habits de fête, et, dans la cuisine, on confectionnait les gâteaux de riz traditionnels, parfumés aux herbes printanières. Celle qui se réjouissait le plus de tout ce gai remue-ménage, c'était la gracieuse Okame. Sa voix résonnait gaiement dans toute la maison. Elle riait et plaisantait, et tous ses préparatifs ressemblaient plus à un jeu qu'à un travail. Mais l'après-midi, son comportement devint étrange. Tout à coup, elle devint muette. Par instants, elle restait immobile, ou bien elle se mettait à courir sans raison. Elle se cachait, et son ouvrage lui tombait des mains. Sa tante, Madame Takae, fut la première à s'apercevoir de cette transformation, et elle lui demanda si elle ne se sentait pas bien. Mais Okame se sauva et, sans rien répondre, alla se cacher. Puis,
Elle renversa un vase de fleurs, répandit le bois dans la cour, grappa même sous la véranda, et les servantes se mirent à dire entre elles qu'Okame était sans aucun doute un renard qui avait pris forme humaine. Tour dont ils sont coutumiers. La vieille cuisinière à qui tout ce désordre et ses chuchotements, déplaisaient, l'exprima finalement à haute voix. Je pense que notre Okame n'est qu'un renard qui s'est introduit chez nous et qui veut nous jeter un sort. Prenons des bâtons et chassons-le. Comment pourrait-elle être un renard, rétorqua Madame Takae avec colère. Je la connais depuis sa naissance et je l'ai amenée moi-même de notre village. La pauvrette doit être malade. L'attitude de la jeune fille était de plus en plus bizarre. Les servantes se mettaient à en avoir peur, poussées par les paroles de la cuisinière. À la fin, tout cela parut étrange, même à Takae. Elle demanda à la maîtresse de faire venir un exorciseur qui pourrait sans doute voir ce qui était arrivé à Okame. L'exorciseur arriva. Les femmes s'assirent en rond et mirent Okame au milieu. L'exorciseur fit 3 fois le tour du cercle en récitant des mots magiques. Puis, il s'assit en face d'Okame et la regarda fixement. Tout d'abord, la jeune fille n'eut pas un mouvement, comme si elle avait été absente. Puis tout à coup, elle baissa la tête et parla d'une voix tout à fait étrangère. « Je suis le renard Rin, et je possède cette jeune fille. Je me suis introduit chez vous de cette manière parce que j'ai très faim et parce que vous avez ici plein de bonne nourriture. Donnez-moi un peu de ces gâteaux verts parfumés et je m'en irai. » Cela déplut fort à la cuisinière, qui n'aimait pas beaucoup Okame, parce qu'elle la trouvait trop joyeuse et trop bruyante. Aussi, dit-elle tout de suite, « Je comprends tout, joli renard. C'est cette gourmande d'Okame qui a tout imaginé pour goûter au gâteau avant le jour de la fête. Ne lui donnez rien. » Mais personne ne l'écouta, et Takae elle-même courut chercher un plateau de gâteaux qu'elle posa devant la jeune fille. Celle-ci en avala tout de suite 5, l'un après l'autre, comme si elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Puis, elle resta assise, immobile, comme absente, et rien ne se passa. L'exorciseur lui demanda alors « Que veux-tu alors, Rin ? Tu as promis que tu t'en irais. » Okame se tortilla et répondit de sa voix étrangère. « Ce sont de beaux gâteaux, des gâteaux de fête. Je me suis régalé, mais j'ai une famille de 5 enfants, et nous voudrions nous aussi célébrer une fois la fête des jeunes filles. Ma vieille grand-mère n'a jamais mangé de gâteau aussi délicieux. Donnez-moi quelques-uns à emporter, et je partirai vraiment. » « Ça, on peut le dire, que ce sont des gâteaux délicieux, reprit la cuisinière. Ce n'est pas partout qu'on en trouve des comme ça. C'est bien dommage d'en donner au renard. Ne lui donnez rien et battez-le. » Mais la maîtresse de maison, elle-même, ordonna qu'on apporte un grand plat de gâteaux. Takae les noua dans une serviette et les posa sur les genoux de la jeune fille. Okame s'inclina et parla pour la 3e fois de sa voix étrangère. « Je vous remercie respectueusement pour moi, mes enfants et ma grand-mère. Je vous suis très reconnaissante de votre générosité. Et maintenant, s'il vous plaît, chassez-moi. » L'exorciseur fit un geste à Takae, qui s'approcha de la jeune fille avec un geste de menace et lui cria « Va-t'en, répugnant renard, Rin, cours et ne te montre plus jamais. » Okame bondit et se mit à fuir, mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle trébucha et tomba. Elle se releva aussitôt, regarda autour d'elle, et de son habituelle voix harmonieuse, elle demanda « Qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je n'ai fait que glisser. Regardez là-bas, dit l'exorciseur, en montrant l'extérieur. Et on vit le renard Rine qui tournait le coin de la rue, la serviette pleine de gâteaux de fête dans la gueule. Et tous furent contents, parce que c'était la preuve qu'Okame n'était pas un renard. Un renard ne peut pas en posséder un autre. Quoi? D'accord. Ok. Bon bah voilà, c'était cool un petit conte japonais. On a fait 3 contes différents, très différents l'un de l'autre chacun. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et voilà, si tu veux que je continue la lecture de ces livres, de ce livre-là, ou au contraire, un autre livre. Voilà, il faudrait que j'aille emprunter des livres à la médiathèque, des gros livres de contes, tout ça quoi. Ça serait intéressant pour les vidéos. Ah oui, d'ailleurs, ouais. Ouais. J'ai pensé à des futures vidéos exprès pour une certaine, un certain moment de l'année. Mais bon, on n'y est pas encore quelques semaines. Bref, bah écoute, je vais te laisser. Je te souhaite une très bonne nuit si tu dors pas encore. Fais de très jolis rêves. Prends soin de toi. Et je te dis tout simplement à très bientôt. Allez, salut.